moi, c'est Bérangère Poncet. Je suis étudiante à Paris en orthophonie, donc à Sorbonne Université. Je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Association Générale des étudiants de Paris, donc en fait qui est une fédération d'associations. Dans cette grosse association, elle fédère en fait plusieurs associations ainsi que des élus et des étudiants. Donc voilà, toutes ces personnes-là s'appellent DF puisqu'ils sont engagés associativement. On a pas mal de projets sur le territoire parisien, donc forcément qui sont tous mis en suspens en ce moment, mais nous continuons à faire un petit peu de projets en ligne. On travaille beaucoup sur les problématiques étudiantes, mais aussi un peu plus large la jeunesse. Là, je suis avec Sophia qui va du coup se présenter. Moi je m'appelle Sophia, je suis étudiante en fin d'études de neurosciences en master à Sorbonne Université. Je suis aussi élue au conseil de Sorbonne Université, conseil de fac des sciences. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Je Sciences, donc je suis. Je fais beaucoup de vulgarisation scientifique et donc récemment, pas mal de lives concernant le Covid-19. J'avais proposé à Bérangère que je puisse peut-être vous montrer une ébauche de présentation des bases sur le Covid-19, la viro, etc., qui pourrait du coup être utilisée pour de la sensibilisation. Je m'appelle Massinissa, j'ai 23 ans. Moi, je suis salarié dans une association, donc la EPCR, en tant qu'animateur. Et voilà, sinon, j'habite le 20e. Moi, c'est Ayoub, j'ai 19 ans, je suis en service civique à la EPCR. Et voilà, j'habite dans le 11e. Je m'appelle Léa, je suis également en service civique à la PCR et voilà, j'habite dans le 11e également. Salut, je m'appelle Aïssé, j'ai 23 ans. Je suis en service clinique aussi à la EPCR et je suis des études en AES, administration éco-sociale, en deuxième année. Alors, je m'appelle Sekou Djanka, j'ai 20 ans. J'ai fait mon service l'année dernière, j'ai fait mon service civique à la UPCR et voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le Covid-19, il peut se détecter de deux façons. Donc la PCR, peut-être que ça, vous en avez entendu parler, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler autant du test sérologique. Vous en avez un peu entendu parler, ces deux choses? Pas du tout. Oui, un Non, peu. Non, pas du tout. Alors, du coup, la PCR, c'est un diagnostic qui permet de voir si on a le Covid-19 maintenant. Donc, c'est ce qui faisait en fait avant qu'on passe en stade 3. On pouvait aller se faire diagnostiquer facilement on nous prélevait en fait au niveau de notre nez. Et en fait, on mettait ça dans une machinerie qui détectait du coup la séquence du virus. En fait, la séquence, c'est ce que je vous ai expliqué, le livre avec toutes les informations. Et en fait, ce livre-là, il peut être décodé par des scientifiques. Donc ça s'appelle en gros séquencer un génome, mais en gros c'est décoder ce livre-là. Et donc une fois qu'on peut détecter ce livre, avec des sortes de molécules fluorescentes, on va aller les accrocher à justement cette séquence-là, et pour pouvoir la détecter et voir si on a le virus ou pas. Donc en gros c'est une machine automatisée qui fait ça. Moi je vous le dis comme ça, mais c'est une machine automatisée. Et donc il vous dit vous avez ou pas du coup la présence du Covid-19 dans votre corps. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont le Covid-19, enfin qui ont eu le Covid-19, mais on ne sait pas s'ils l'ont eu ou pas. Et donc, l'idée, c'est que quand on va devoir déconfiner les gens à partir du 11 mai, et si tout va bien, hein, il va falloir faire le test sérologique pour voir si des gens ont eu du coup déjà le Covid-19 ou pas dans le passé, pour savoir s'ils sont immunisés ou pas, et pour penser éventuellement à une mise en place de vaccins. Et donc, ça s'appelle le test sérologique. C'est juste une prise de sang qui va aller voir si on a fait ce qu'on appelle des anticorps, donc des défenseurs du virus. Si on en a produit dans notre corps, ça veut dire qu'on a eu le virus déjà qui est venu. En gros, voilà. Je voulais juste savoir si c'était uniquement par prise de sang, s'il y avait d'autres moyens. Non, c'est uniquement par prise de sang. Et encore pour te dire, le test n'est pas encore mis au point. Il sera complètement mis au point vers la mi-mai. Et en fait, l'information principale que donne ce test, c'est des personnes sont immunisées ou pas du virus. En gros, si tu veux, les personnes qui auront guéri du virus seront
pourront sortir plus sereinement, on va dire, que les personnes qui n'ont pas contracté le virus, parce que c'est tout simple en fait, c'est que quand on a un virus qui rentre en nous, notre corps la première fois il réagit mal, donc c'est le système immunitaire, hein, il réagit très mal et il produit ses défenseurs pour défendre le corps du virus. Par contre, une fois qu'il a été attaqué par le virus, on ne sait pas encore si pour le Covid-19 c'est vraiment le cas, mais normalement, si ça suit vraiment le système immunitaire comme pour tous les virus, et ben normalement, on est moins atteint la deuxième fois parce que notre corps a mémorisé la présence du virus, en fait, en gros. J'ai une question. Oui. Une question. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas si on est immunisé contre le virus ou pas. Non. Pour l'instant. Okay. En fait, personne ne peut le savoir parce que les chercheurs ils sont en train de voir si vraiment on peut être immunisé, si de combien de temps en fait notre corps il mémorise cette présence du virus, qui fait que on est un peu immunisé du virus, on va être moins atteint, on va avoir moins de symptômes et tout, si jamais on le rechoppe en gros. Et aussi toutes ces informations-là, ça leur permet aussi de se dire à quelle fréquence faudra faire un vaccin pour éviter un retour d'une épidémie en fait du virus. C'est un peu comme la grippe en fait. Quand la grippe, quand on propose de faire le vaccin tous les ans de la grippe, c'est un peu le même principe. C'est pour justement rappeler au corps, ce virus, tu l'as déjà eu, mais on te rappelle la réaction que ça fait. Comme ça, si tu le chopes, ce sera avec beaucoup moins de symptômes, en gros. J'ai compris. Merci. Ok, d'autres questions? Non, c'est bon. Du coup, donc après le diagnostic, la thérapeutique, donc du coup, est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques actuellement qui ont été mises en place par le Covid-19? Est-ce que vous avez entendu parler de certaines choses? Ouais, la chloroquine. Ouais, bon, ça, tout le monde a entendu parler de la chloroquine. Vous avez entendu parler d'autres choses? Du sang de... Vas-y, pas. Je crois qu'il y avait un truc par rapport aux médicaments classiques, il me semble, je crois, c'était par rapport à l'ibuprofène, de l'iprane, etc. Oui. Je sais qu'il y en a un qu'il fallait éviter, que les autres étaient plus ou moins bons. Mais alors lequel, du quoi, de comment je sais Alors en fait, je vais vous expliquer un peu du coup plus en détail, comme ça vous allez... Déjà, pour les stratégies thérapeutiques, on a 3 possibilités. Soit la recherche de nouveaux médicaments. Donc là, si je vous fais un petit topo, il y en a pour au moins à peu près entre 10 et 20 ans pour faire un nouveau médicament, parce qu'il y a les phases précliniques à tester sur les animaux, les phases où il faut tester sur les humains, les volontaires sains, les personnes qui sont atteintes. Et surtout, avant tout ça, il faut trouver la molécule et la sélectionner parmi plusieurs. Donc, ça prend des années. Et donc, si on peut faire la chose qui va plus vite, c'est-à-dire le fait de prendre un médicament qui existe déjà, juste en travaillant un peu sur ce qui fait son mode d'action et essayer de voir s'il y a moyen qu'il serve vraiment à quelque chose pour la pathologie qui pose problème en question en ce moment-là, et en fait, on fait du repositionnement de médicaments. En gros, c'est ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine. C'est qu'en gros, y a eu des hypothèses qui ont été mises. Ils ont vu comment la chloroquine fonctionnait en tant qu'antipaludique. Et ils se sont dit, peut-être que du coup, ça pourrait marcher sur le coronavirus. Et donc, pourquoi il y a eu ces hypothèses, qui sont d'ailleurs très intéressantes, hein. Là, je rentre juste dans le côté scientifique, hein. On ne va pas aller dans l'aspect politique et tout ça. Mais dans l'aspect scientifique, l'hydroxychloroquine, en fait, elle a un mode d'action qui est intéressant parce qu'elle empêche le virus de pénétrer dans la cellule. Parce qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bidouiller un peu la relation qu'il y a entre le virus et la cellule avec cette clé. Vous savez, je vous ai parlé de cette clé tout à l'heure qui fait rentrer le virus dans la cellule. En fait, elle va changer, on va dire, la serrure, en gros. Si on va dans la simplicité, on va changer la serrure. Et donc, ça va permettre de ne plus pouvoir faire rentrer le virus. La deuxième chose, c'est que le virus, quand il rentre dans la cellule, en fait, il va devoir, pour qu'il puisse en fait se fondre dans la cellule et faire passer tout son matériel génétique, donc son livre, il va falloir qu'il y ait que le milieu soit acide. Et en fait, ce que va faire la chloroquine, c'est qu'elle va augmenter le pH, donc en gros, elle va diminuer l'acidité. Donc ça ne va pas pouvoir se faire cette réaction. Et la troisième chose qu'elle fait, et c'est là que ça peut être un peu contradictoire, c'est qu'elle a un effet anti-inflammatoire, mais bénéfique pour le Covid-19 bénéfique pour les virus en général, parce que quand on a le Covid-19, on a ce qu'on appelle une pluie cytokinique au niveau des poumons. En fait, c'est une invasion de cellules inflammatoires qui s'appellent des cytokines. Et ces cellules inflammatoires, en fait, elles vont renforcer les problèmes respiratoires. Et donc, le fait de les stopper, en fait, ça améliore
ça enlève ces symptômes-là respiratoires, ça enlève ce mode d'action-là qui détruit en fait les poumons. Donc en fait, elle a un bon mécanisme d'action, mais voilà, pour l'instant, elle n'a pas encore eu des essais cliniques qui ont été vraiment bien réalisés dans les règles et tout. Donc c'est pour ça qu'elle a posé un peu problème. Et donc ça, c'est le repositionnement de médicaments. Maintenant, la troisième chose, c'est la vaccination. La vaccination, c'est préventif. C'est préventif avant d'être thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas penché là-dessus, parce que là, c'est trop tard. On ne va pas vacciner des gens qui ont potentiellement le virus. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est quand même travaillé en recherche pour justement les années suivantes, pour éviter une nouvelle vague du virus. Voilà. Vous avez compris ? J'ai Le peut-être vaccin. une petite question. Bien sûr. Merci. Donc, si on fait un test qui nous dit qu'on a eu le Covid-19, est-ce que ça va servir à quelque chose de se faire vacciner si un vaccin est trouvé par la suite? Quand tu es guéri, quand tu seras guéri, si jamais un vaccin est mis en place pour éviter une nouvelle vague, c'est-à-dire on se vaccine pour éviter de l'avoir, parce que ça ne serait pas étonnant que ça soit mis en place, vu que même si le 11 mai, on se déconfine, qu'on a une diminution de la contaminaison et tout, vu le nombre de personnes qui a été atteint en France, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait encore des gens qui soient atteints fin mai, début juin, etc., etc. Donc je pense que si les chercheurs trouvent un vaccin et qu'ils le mettent en place, oui, c'est bien d'être vacciné quand même, parce que c'est une protection. Après, je ne vais pas te dire je te conseille de le faire, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi le pour et le contre. Des fois, il y a des effets indésirables, etc. Donc, c'est une question qu'il faut demander plus à son médecin une fois que le vaccin est sorti. Mais oui, c'est bien de se vacciner pour éviter de le recontracter, en fait. Ok. C'est un rappel pour ton corps, en fait, le vaccin, si tu veux. C'est vraiment un rappel. C'est pour ça qu'il y a pas mal de vaccins, si vous avez remarqué dans vos carnets de santé, il y a pas mal de vaccins où vous devez faire des rappels plus régulièrement. C'est pour ça, en fait. C'est pour pas que ton corps oublie le virus, en fait. Pour pas qu'il oublie quelle réaction il fait quand il y a le virus. D'accord. Ok. Voilà. Du coup, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y. Il n'y a pas de... Mais pour faire un vaccin, ça prend combien de temps généralement? Ça prend 10 à 20 ans également. D'accord, parce qu'en fait, l'Institut Pasteur, il nous dit dans 1 an, ils pourront faire le vaccin. Oui, en fait, pas possible, c'est un exploit record. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils vont utiliser... parce qu'en fait, le virus du Covid-19, on a vu qu'il pouvait y avoir des effets anti-Covid-19, entre guillemets, qui pouvaient anti-Covid-19, avec les anti-VIH, les anti-paludiques, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reprendre les travaux qui ont été faits sur d'autres vaccins, et c'est un peu comme le repositionnement de médicaments, en fait. D'accord. Mais vraiment, c'est un temps record. Hein. Genre, les gens ne se rendaient pas compte, en fait, que même les essais cliniques qu'ils ont fait là en 3 mois, c'est un temps record. Des essais cliniques, ça dure 7 ans. Hyper long. En fait, il y a la sélection du médicament déjà. Au départ, on a à peu près 8000 molécules candidates et à la fin, on a un seul candidat. Donc, la sélection, elle prend du temps, avec plusieurs tests et tout. Ensuite, on a les essais précliniques sur les souris. Donc, on fait pas mal de tests. Vous voyez, on a 7 paramètres qui sont testés et ça dure à peu près 1 an. Par contre, les essais cliniques, c'est beaucoup plus long. Bon, les essais cliniques, on teste sur des seins, sur des patients à grande échelle. Et ensuite, après que le médicament soit mis sur le marché, on reteste pour voir s'il y a des effets indésirables qui sont apparus, etc. Donc, c'est vraiment hyper long. Et donc, ça dure entre 4 et 7 ans. Et ensuite, après, voilà. Vous voyez un peu la longueur du truc ? Donc, un vaccin qui sort en 1 an, c'est vraiment un exploit. C'est vraiment, ils ont bossé d'arrache-pied. Hein. Alors, je remets le diapo là. Vous avez encore d'autres questions ? Mais personnellement, je ne serais pas très confiante de me faire vacciner par un vaccin qui a été fait en 1 an, alors qu'habituellement, on sait que ça parle en 6-7 ans. Après, ça se comprend. D'accord avec toi. Non, mais je suis grave d'accord avec toi. Mais en fait, ça, après, n'oublie pas que même si c'est fait en 1 an, ils vont vraiment faire tous les tests. Peut-être à plus petite échelle, peut-être moins longtemps, mais ils vont vraiment les faire. Parce que, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que en France, contrairement à d'autres pays où le médicament, par exemple, la chloroquine, il a été administré comme ça,
Bah, en fait, vraiment, il y a une certaine législation. Sinon, la chloroquine, elle aurait été attribuée depuis le début. Il y a toute une loi. Donc, même si c'est fait rapidement, c'est vraiment hyper bien arbitré. Genre, juste là, je rentre pas dans les détails, mais je vous jure, c'est hyper, hyper bien surveillé et tout. Après, oui, après, ça, c'est ton choix, hein. Le vaccin, ça, c'est le choix de tout le monde, hein. Chacun fait son choix là-dessus. Ça, c'est un sujet qui est très à débat et donc, c'est vraiment chacun fait son choix là-dessus.